Vous écoutez la valise diplomatique sur e-radio. La valise diplomatique avec Bokar Alpha Khan. Depuis 2012, le Sahel fait l'objet d'une intense campagne militaire destinée à venir à bout des différents groupes terroristes qui déstabilisent ce vaste territoire transfrontalier. Face à la résilience de la menace et sa généralisation, le tout sécuritaire et les luttes d'influence que mènent les puissances régionales et internationales rendent les succès relatifs. Mali, Burkina Faso et Niger sont l'objet d'attaques aussi meurtrières les unes que les autres, alors que le nord du Nigeria est sous la coupe de Boko Haram, que l'armée nigériane n'arrive pas à neutraliser. Vous l'avez compris, ce premier numéro de la valise diplomatique est consacré à la situation dans le Sahel avec comme invité le docteur Bakary Samb. Docteur Bakary Samb, vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous êtes aussi fondateur et directeur du Timbuktu Institute et vous venez de publier un livre intitulé « Contestation islamisée, le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique aux éditions Africana ». Un livre que je recommande aux auditeurs qui souhaitent comprendre les liens entre l'islam et la politique au Sénégal, mais aussi les différentes formes que prend la contestation du système sur fond d'influence des pays arabes. Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce premier numéro de la valise diplomatique sur e-radio. Merci. Le thème de cette émission porte sur les luttes d'influence diplomatique entre puissances au Sahel. Dans un premier temps, nous allons parler de la généralisation de la menace djihadiste dans la sous-région. Puis, nous aborderons le Sahel comme théâtre d'une guerre d'influence diplomatique. Alors, Bakary Samb, une attaque dans un camp de la MINUSMA à Guelok dans le Nord Mali a eu lieu dimanche avec à la clé 10 morts, tous des soldats tchadiens et 25 blessés. Que vous inspire cette dernière attaque? L'enchaînement de ces attaques, le caractère continuel de ces attaques est la preuve, s'il en avait encore besoin, que la solution militaire, qui a été l'option principale prise par la communauté internationale et le Mali, n'a pas fait de résultat. Ceci dit que le Mali, en quelque sorte, est en train de s'enliser dans une crise qui a commencé depuis 2012, mais qui non seulement aujourd'hui affecte le Mali, mais déborde sur les pays voisins. L'attaque d'Aguelok montre quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que désormais, nous sommes dans une forme de régionalisation de la menace et que ces terroristes, qu'on appelle parfois injustement djihadistes, etc., n'ont plus de frontières, mais aussi n'ont plus de front déterminé, mais que la cible, elle est partout et ils sont en train de transformer tout le territoire sahélien en terrain de combat. Alors, le Tchad a été attaqué, oui, pas sur son territoire cette fois-ci, dans le bassin du lac Tchad comme Boko Haram, mais au Mali avec ses contingents. Alors, ce qui est intéressant dans cette dernière attaque, c'est la revendication. Le groupe AQMI estime que cette attaque constitue donc des représailles à la relance, disons, des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël. Benyamin Netanyahou était même à N'Djamena au moment où cette attaque se déroulait. Voilà que pour la première fois depuis quelques années, que l'action de ces mouvements commence à être sensée de leur point de vue. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était des groupes terroristes, des groupes armés, que parfois qu'on qualifiait même de bandits, mais qui recommencent petit à petit à mettre du sens dans la revendication de leurs attaques. Mettre en avant la question israélo-palestinienne, mettre en avant la complicité, donc dans leur jargon, d'un État africain, de surcroît à majorité musulmane avec un pays comme Israël, je pense que c'est le début de quelque chose, c'est-à-dire que non seulement les revendications ont maintenant un sens d'après ces groupes-là, mais ils commencent
à adhérer à des causes internationales, en tout cas à instrumentaliser des causes internationales et à en faire l'objet de revendications de mouvements djihadistes. C'est vrai que le Tchad s'est engagé très tôt au Mali. On l'a vu dès le début de cette crise-là, mais aussi a fait beaucoup de sacrifices sur le plan militaire. Mais aussi le Tchad, en s'alliant avec Benyamin Netanyahou, a peut-être des raisons objectives ou des raisons réalistes, je dirais, de le faire sans justifier ni prendre parti. Mais vous avez effleuré un tout petit peu la question que j'allais vous poser. Tous ces groupes qui s'activent dans le Sahel, les djihadistes au Mali, au Niger, etc., même dans le nord du Nigeria, qu'est-ce qu'ils veulent au juste ? Vous savez, lorsque la crise a démarré dans les années 2012, et même bien avant, lorsque ces groupes-là, lorsque ces événements se sont signalés au nord de l'Afrique, au Moyen-Orient, on croyait que nos territoires sahéliens étaient loin de cet épicentre du djihadisme. Ce n'était pas notre affaire. Aujourd'hui, c'est l'imbrication de revendications politiques. Tout le monde a vu comment du MNLA, qui était le mouvement national de libération de l'Azawad, on est passé à AQMI, en tout cas, ou bien à Ansardine. Un élément, un acteur moteur dont on reparlera certainement, Eyad Agali, qui dans les années 90 avait une revendication purement politique autour de l'Azawad et pour des raisons indépendantistes, a pu se transformer en leader djihadiste avec la création d'Ansardine. Donc il y a une forme d'imbrication entre des revendications politiques et des revendications idéologiques. Mais très souvent, c'est une forme de manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques. Finalement, le religieux, quelquefois, paraît pour n'être qu'un vernis. Je rappelle que le MNLA est l'auteur de l'attaque de 2012 à Aguelok, la même attaque. Aguelok, ils avaient pris le contrôle de la base et s'était même adonné à des atrocités. Avec ce fait d'égorger 200 soldats maliens, cet acte qui a poussé les femmes des militaires et d'autres à sortir à Bamako et qui a abouti à la crise que l'on sait aujourd'hui. Je crois que là, c'était un signal de cette déstructuration de l'armée malienne qui cachait aussi cette grande déstructuration de l'État malien. Alors, vous avez beaucoup parlé de la laïcité au Sénégal contestée par les islamistes dans votre livre. Est-ce que ce n'est pas le problème au Sahel pour des populations pour lesquelles la laïcité veut surtout dire pas de religion alors que les populations sont profondément religieuses ? Oui, c'est ce que j'appelle l'État laïque face à la société religieuse. Rappelons encore une fois qu'au Sénégal, cette contestation de la laïcité se fonde parfois sur un amalgame comme quoi le Sénégal aurait adopté le même type de laïcité à la française, qui, on le sait, est une laïcité bien spécifique, qui est une laïcité de combat, née dans un contexte ou de confrontation entre l'Église et l'État. Au Sénégal, je ne crois pas. Au Sénégal, il y a ce qu'on pourrait appeler, ce que mes collègues appellent une forme de contrat social sénégalais, avec des relations assez ambiguës parfois, mais assez complémentaires entre la sphère religieuse et la sphère politique. Mais la contestation derrière la contestation de cette laïcité au Sénégal, il y a la contestation d'un système, un système scolaire qui est basé sur une langue étrangère, le français, et qui ne fait pas de place à d'autres qui sont scolarisés dans une autre langue qui est l'arabe. Donc c'est cette vieille guerre, ce vieux combat entre l'école traditionnelle qui existait depuis le 15e siècle et ce qu'on a appelé l'école nouvelle, qui désignait en quelque sorte l'école française. Mais lors du forum de Doha au Qatar, qui s'est tenu à la mi-décembre 2018, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, a fait un constat intéressant. Selon lui, lorsque les groupes islamistes ont pris le nord du Mali, ils ont mis en place des tribunaux islamiques. Et quand l'État a reconquis les territoires, l'écrasante majorité de la population trouvait que les tribunaux islamiques étaient beaucoup plus justes que les tribunaux étatiques classiques. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a une adhésion populaire à ces groupes djihadistes ? Vous savez, tout cela dénote l'échec de l'État dans sa forme républicaine, telle qu'incarnée dans nos pays. On a vu la même chose des jeunes qui ont adhéré au Moujao. Parmi les raisons que ces jeunes ont évoquées, c'était en disant qu'on a trouvé un système de justice. Vous savez, dans nos sociétés, quand vous êtes dans des sociétés inégalitaires, avec des castes, avec des privilèges, avec une caste politique, avec une caste sociale, une caste religieuse même, en certains moments, lorsqu'on vous présente
la religion comme étant une forme de soupape de sécurité, comme étant une alternative au vécu quotidien, vous finirez par adhérer. Ces islamistes-là, tels qu'on les appelle, en tout cas les adeptes de l'islam politique, ont bien compris le jeu. C'est-à-dire, il faudrait d'abord battre en brèche le système tel qu'il est, sachant qu'ils auront les arguments de le faire, parce que le système est injuste, il y a la malgouvernance, il y a la corruption des élites politiques, parfois de certaines élites religieuses. À côté de cette offre-là, l'offre islamiste d'une société idéalisée avec la Oumma et faire revivre tout ce rêve de grandeur d'un islam conquérant va forcément faire mouche. Et justement, vous en parlez beaucoup dans votre livre. L'Arabie Saoudite, par exemple, a contribué à la formation d'une certaine élite islamisée qui a appris un peu la religion, notamment à l'université de Médine, et qui, au retour en Afrique, se heurte à un islam confrérique, en tout cas à des façons de faire qui ne sont pas conformes à l'orthodoxie saoudienne. Est-ce que, indirectement, ou directement d'ailleurs, selon vous, l'Arabie Saoudite n'a pas contribué idéologiquement à la formation de ces groupes djihadistes ? C'est peut-être un raccourci, mais un raccourci sensé. C'est-à-dire que la création de l'Université islamique de Médine dans les années 63, je crois, relevait d'une initiative de Riyad de pouvoir concurrencer le nationalisme arabe, le bassisme laïque, etc., notamment l'Égypte et d'autres pays, et même concurrencer Al-Azhar. Et dans cette perspective-là, l'islam était devenu un outil de diplomatie d'influence avec la création de cette université, en disant que les peuples du monde entier, les peuples musulmans du monde entier devront désormais venir apprendre, venir étudier ici. Il y avait une volonté d'exportation d'un modèle, et ce modèle-là, à travers le salafisme dans sa version wahhabite, donc dans son incarnation saoudienne, a pu influencer certains groupes. Je commencerai par, quand je parle d'Ayman Zawahiri, quand je parle de Oussama Ben Laden, qui, rappelons-le, était l'un des bras armés de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, pour faire le djihad contre l'Afghanistan. En ce moment-là, on les valorisait sous le terme de moudjahidine. Là aussi, il y a les incohérences des puissances occidentales et des régimes politiques. De la même manière, quand on parle de laïcité, aujourd'hui, il y a certaines franges islamiques qui revendiquent des tribunaux musulmans, à l'instar de ceux qui ont été instaurés dans les colonies françaises par la République française laïque en pleine Troisième République. Donc, ça veut dire qu'il y a des incohérences, ce que j'appelle la perpétuation des incohérences héritées de la colonisation, et il y a en même temps des incohérences qui aujourd'hui influencent le discours islamiste, mais ce discours-là est nourri par un ensemble d'arguments, et je veux dire que ces États-là, aussi bien les États musulmans que les puissances occidentales, en certains moments, ont prêté le flanc, et aujourd'hui alimentent par leur politique l'argumentaire de ces groupes-là. Sauf que, Bakary Samb, par exemple, au Sénégal, les confréries, par exemple, n'ont pas un discours qui permet de déconstruire cette idéologie djihadiste, wahhabite même. C'est une faiblesse. J'ai osé le dire et je continue à le dire. Au Sénégal, il y a cette forte croyance comme quoi les confréries sont un rempart durable contre l'idéologie salafiste, djihadiste, etc. J'ai dit oui, mais j'ai commencé à mettre des mais. En tant que chercheur, en observant les dynamiques, les confréries se confrontent de plus en plus à deux types de problèmes. Premièrement, le non-renouvellement du discours et un décalage entre le leadership religieux plus ou moins âgé par rapport à une jeunesse en quête de chance et de sens, ouvert à d'autres modes de spiritualité. Et là, il faut une modernisation du discours confrérique. Il y a une recomposition. Aujourd'hui, on voit des réflexions, on voit des tentatives. La deuxième chose, c'est que les confréries, par leur soutien quelquefois à certains régimes politiques, leurs accointances avec des milieux politiques et parfois affairistes, font que les jeunes finissent par les regarder comme étant membres, comme étant une entité du système qu'ils sont en train de combattre. Et dans un pays jeune où la contestation est le thème politique le plus porteur, je pense que s'il n'y a pas un changement de paradigme par rapport à l'approche du discours que l'on présente aux jeunes, les autres mouvements alternatifs comme le salafisme et le wahhabisme, on le voit dans nos campus, de plus en plus vont fasciner ces jeunes-là qui sont à la recherche d'un islam plutôt rationalisé. Justement, mais au Sénégal, qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas encore à l'acte ?
Je crois que l'idéologie est là. Mais il y a un ensemble de faits. Ce n'est pas seulement l'argumentaire religieux, mais je crois que découlant aussi de ce qu'on appelle ce contrat social sénégalais, certains ont évoqué une forme de non-violence de la part des Sénégalais, mais je pense que c'est un mythe. J'appelle ça le mythe du Sénégalais naturellement non-violent, parce qu'on a vu qu'en 89 ce qui s'est passé avec la crise en Mauritanie, on a vu aussi en 96 ce qui s'est passé, oui. Et donc je pense que ça, ce sont peut-être quelques mythes qu'il faut dépasser. Mais je crois que cela relève de plusieurs choses. La force comme d'un État qui est quand même là, qui essaye quand même d'assurer la sécurité, mais il y a aussi, je crois que il manque les éléments déclencheurs en termes de frustration extrême. Au Sénégal, le débat démocratique ouvert, ils sont islamistes, ils sont contre la laïcité, ils peuvent le dire à la radio, ils peuvent le dire à la télé, ils peuvent avoir leur télé. Ils peuvent même participer aux élections. Ils peuvent participer aux élections, mais en contournant le verrou constitutionnel, parce que l'État du Sénégal, la Constitution ne permet pas la création de partis d'obéissance ethnique ou régionale, mais ils sont dans une forme d'entrisme pour s'allier à des politiques. Voilà. J'ai donné l'exemple, le mouvement Ibadou Rahman était l'allié de Macky Sall aux élections de 2012. Ouais. Aujourd'hui, le parti d'Imam Baïnian était aussi l'allié de l'actuel pouvoir, au moins au deuxième tour, etc., même au sein du Parlement. Donc, il y a des formes de contournement du verrou constitutionnel qui font que ces partis-là, malgré ce verrouillage, arrivent à s'exprimer sur le terrain politique. Bakary Samb, est-ce que vous pensez que si on avait fait sauter ce verrou, admettons, on est dans une hypothèse, est-ce qu'on n'aurait pas eu une adhésion populaire comme on l'a vu en Égypte avec les frères musulmans ou en Algérie avec le fils? Est-ce que si on fait sauter le verrou, les populations vont voter pour eux et leur donner le pouvoir? Est-ce que pour vous, ça vous paraît plausible? En fait, l'idée de la question, c'est est-ce qu'il y a une adhésion populaire derrière ce discours islamiste, orthodoxe, etc.? Je ne le crois pas. La preuve en est que le MRDS d'Imam Baïnian n'a jamais dépassé les 1% ou les 2%. Les partis religieux, même les partis religieux sans le dire, le PVD, le PVD, le PUR qui a une influence religieuse sans le dire, qui a à sa tête un homme politique, mais qui a quand même un imam caché, comme si j'emprunte l'eschatologie chiite, ces partis n'ont pas pu dépasser les 3%. C'est-à-dire que je crois que les Sénégalais font la différence entre ceux qui relèvent de la sphère politique, qui est composé d'ensemble de jeux, de stratégies, et ce qui relève de leur foi. Et ça, je crois que c'est à partir du comportement que les fondateurs des confréries ont eu par rapport au système politique. Cheikh Hadji Malick Sy, qui a eu des rapports assez cordiaux, qui a eu des rapports distancés avec le pouvoir politique, qui n'a jamais essayé de conquérir un pouvoir. Cheikh Amadou Bamba, qui a même critiqué certains qui se mêlaient de la sphère politique en disant que lorsqu'un homme religieux devient le courtisan des politiques, c'est comme une mouche qui virevolte autour d'excréments, si j'ose dire. Oui. Donc je pense que là, il y avait un rejet de la part de ces pères fondateurs-là par rapport au monde politique et par rapport aux attraits du pouvoir. Donc je pense qu'il y a une forme de culture chez les Sénégalais qui fait que ils ne vont pas adhérer massivement à un discours, parce que c'est un discours religieux, mais qui est envers le politique, sauf bien entendu, si ces partis-là arrivent à côté du discours politique qui n'a pas changé depuis les années 60, à côté du leadership qui se relaie mais qui en définitive se ressemble, à côté de la corruption, à côté de la concussion, à côté de la malgouvernance, s'ils arrivent à dire que, attention, nous sommes une alternative par rapport au système, et enrober ce discours d'arguments religieux, et enrober ce discours d'éléments idéalistes, leur discours peut faire mouche. Et on peut le voir dans certains pays, en Mauritanie, on l'a vu aussi au Mali, où les acteurs ne sont pas dans le jeu politique, mais quand même, le mouvement Sebati 2012 avec Mahmoud Dicko était quand même déterminant dans la victoire de Ibeka, etc. Justement, par rapport au discours dont vous parlez, dans la zone sahélienne, il y a en quelque sorte un débat sur l'éducation religieuse.
on peut bien comprendre les islamistes, les associations en tout cas d'une façon générale, qui souhaitent une introduction de l'éducation religieuse dans les curricula. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée? Vous savez, parfois je parle de cette idée-là selon laquelle, et je le crois profondément, que la grande vulnérabilité du Sénégal, c'est son système éducatif dual à plusieurs vitesses et à destination incertaine. C'est-à-dire que nous sommes l'un des rares pays au monde qui n'avons pas une maîtrise, une emprise totale sur notre système éducatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons l'ambition de construire une nation, une citoyenneté, mais avec des systèmes de socialisation contradictoires ou concurrents. Il y a deux types de Sénégalais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ou même trois ou plus, bien qu'il y ait des ponts entre les deux. Il y a ce Sénégalais formé à l'école française laïque républicaine, et un Sénégalais formé à l'école arabe d'obédience islamiste. Celui-là, le premier a ses références en Occident, c'est Montesquieu, Karl Marx, etc. L'autre a ses références, c'est Mohamed Abdou, c'est d'autres, ça peut être Amadou Bamba, c'est le Hajj Malik. Celui-là regarde en Orient, l'autre en Occident, et personne ne regarde chez nous. C'est-à-dire que l'école sénégalaise, en tant que telle, n'existe pas. D'ailleurs, dans le jargon, quand vous avez un enfant, vous le dites, où vous allez où? Il dit, je vais à l'école française ou je vais à l'école arabe. L'école sénégalaise est inventée. Aujourd'hui, quelle est cette école-là? Elle n'existe pas. Il y a des tentatives, des saupoudrages depuis les régimes successifs, et on laisse telle une patate chaude la question du règlement de l'enseignement religieux, de l'enseignement, de l'unification de notre système éducatif. Chaque régime passe cette question à une autre comme une patate chaude, et personne ne veut régler celle-là. C'est-à-dire, tant qu'on ne prend pas à bras le corps cette situation-là, on ne va pas s'en sortir. On va faire des réformes, le bac arabe, l'université arabo-islamique, et on a vu ce qu'il en est terminé. On a fait les daras modernes avec le financement de la Banque islamique de développement. On a vu que la dara moderne autour de Dakar, c'est contrôlé par les salafistes, et qui s'incrustent dans cette nouvelle forme de réforme pour inculquer leur idéologie le plus tôt possible, mais aussi pour gagner du temps par rapport à leur projet politique. Donc, notre classe politique est assez frileuse et n'a pas le courage de régler cette question définitive de l'éducation. Je crois que... Sachant qu'on confond souvent arabe et islam. Hein. On confond arabe et islam. Il y a la langue arabe, langue comme l'anglais, comme toutes les autres, et il y a l'islam en tant que tel, mais dont l'arabe est le vecteur. Vous savez, en 2010-2011, j'ai publié un article que j'avais intitulé « Les arabisants sénégalais, une contre-élite à l'heure des changements politiques ». Cet article avait été repris par certains mouvements comme un mémorandum que les candidats à la présidentielle avaient signé pour introduire le bac arabe, ouvrir une section à l'ENA. Je crois que la langue arabe fait partie quand même de l'héritage sénégalais. De la même manière que je le dise, la langue française aussi fait partie de notre patrimoine. On ne peut pas dissocier un Sénégalais, sinon on serait schizophrène. Si l'on veut dire seulement qu'on est de la langue arabe ou de la langue française, enfin, on oublie notre culture négro-africaine. Je pense que ce qui fait le ferment de ce pays-là, c'est la conjonction entre notre héritage négro-africain, notre héritage arabo-islamique et notre héritage francophone qui fait partie de notre histoire. Et je crois que quelque chose pourrait sortir de ce creuset-là en ayant un système éducatif inclusif qui permettrait à chaque Sénégalais d'étudier, mais d'étudier les mêmes choses, les mêmes valeurs, quelle que soit la langue de la transmission. Hélas, nos hommes politiques n'ont pas ce courage-là. Très bien. Alors, on va revenir un tout petit peu au Sahel avec cette attaque qui a eu lieu dimanche au Mali. Qui soutient ces groupes-là au plan logistique et financier? Parce qu'on se rend compte quand même que AQMI, dans cette attaque très coordonnée, très organisée, avec des moyens conséquents, des moyens de déplacement, des moyens de renseignement sans doute, et des moyens, comment on appelle ça, des moyens pour faire feu, en tout cas un armement lourd. Est-ce qu'on sait un peu qui manipule ces groupes et qui est derrière? Le financement du terrorisme a été toujours une grande énigme. Un serpent de mer. Un serpent de mer, comme on dit. Et je crois que si on regarde de très près, quand on observe les cartes du djihadisme ou bien des groupes terroristes en Afrique, c'est la même carte que le circuit de l'économie criminelle, de la drogue, etc. C'est complètement contradictoire à partir de la Guinée-Bissau, en remontant vers le Mali, etc. On voit le circuit jusqu'en Europe, mais aussi, aujourd'hui, c'est des prébendes qui sont liées à cela. De telle sorte que aujourd'hui, il y a ce que j'appelle un conflit de perception du conflit dans le Sahel, avec la communauté internationale qui, à partir de la résolution 2035 qui a permis l'intervention Serval, voulait dissocier les groupes terroristes des groupes armés. Et qu'il y a une conjonction entre les deux. Iyad Agali est vraiment la preuve qu'il n'y a pas... On ne peut pas dissocier cela. Mais en même temps, l'économie criminelle, je crois que
avec le trafic de drogue depuis Agadez, depuis tout ce Sahel étendu, les armes, la drogue, etc. Et peut-être, si vous me demandez le financement en amont, c'est-à-dire que est-ce que dans la formation, dans la transmission des idéologies, dans la création de ces écoles-là, depuis les crises des années 70, depuis ces fameuses sécheresses où la communauté internationale avait abandonné le terrain de l'humanitaire avec les politiques d'ajustement structurel qui ont tué l'école, qui ont tué le tissu social, et que ces pays-là ont investi les nôtres avec des modèles et des écoles, je pense qu'en amont, il y a un financement qui vient du monde arabe, oui. Pas forcément du terrorisme, mais peut-être de l'idéologie, en tout cas, de ces écoles qui enseignent cette doctrine qui parfois peut mener, pas toujours forcément, mais peut mener au terrorisme et à l'exercice de la violence. Donc, au nom de la religion. Qui contrôle un territoire récupère des droits de passage. Vous avez pointé un détail important dans votre livre. Dans les pays du Golfe, dans les monarchies du Golfe, l'État distribue de l'argent pour différentes raisons sociales, humanitaires, éducatives, etc. Mais il y a aussi une haute société bourgeoise qui intervient aussi et qui n'est pas facilement contrôlable. Est-ce que ce n'est pas suspect ? Oui, vous savez, à partir de 2014, l'Arabie Saoudite avait même voté des lois pour dire que l'humanitaire et le financement de projets ailleurs, dans d'autres parties du monde, devait être contrôlé. Mais à ce moment-là, vous le dites bien, il y a une bourgeoisie montante, une société civile qui est là et qui finance encore des projets, aussi bien en Arabie Saoudite qu'au Koweït. Et l'autre problème de l'Arabie Saoudite, c'est qu'il y a un aspect, un caractère bicéphale du régime saoudien. Il y a l'aile religieuse du pouvoir, les descendants d'Abdul Wahab, donc les Al-Sheikh, et l'aile politique du pouvoir. Et l'aile religieuse du pouvoir dispose quand même de certains nombres de moyens, avec le pèlerinage, avec d'autres, avec la zakat, etc. Et que, de toute façon, malgré la volonté de l'aile politique du pouvoir, aujourd'hui avec Ben Salman, qui veut combattre ouvertement le wahhabisme, qui veut combattre le salafisme, qui est en train de dire qu'il est en train de moderniser l'Arabie Saoudite, malgré ses dérives que l'on connaît sur le plan des droits humains et sur le plan des exactions qu'on est en train de voir, je crois que cette aile-là continue à fonctionner. Il y a des réseaux qui sont là. Vous savez que lorsqu'il y a eu l'attentat de Aziz Istanbul à Ouagadougou, l'attentat n'a jamais été revendiqué. Pourquoi? Est-ce que c'est ce qu'on appelle du friendly fires? Il y a eu 2 Koweïtiens qui sont morts dans cette attaque-là et qui faisaient partie d'un mouvement qu'on appelle Ihya ut-Turath. Et ce mouvement-là aidait certains pays à construire des mosquées. Donc, même au Sénégal, l'un d'entre eux est connu ici, est connu jusqu'en Guinée et dans d'autres pays. Donc vous voyez que à côté de la politique étatique de ces monarchies du Golfe, il y a tout un ensemble de mouvements, il y a tout un ensemble d'associations qui disposent de moyens alimentés par une forme de bourgeoisie et ce qu'on appelle des volontaires qui donnent leur argent, des contributeurs, ce qu'on appelle des bailleurs de l'islam, qui sont hors de contrôle. Ceci pose un certain nombre de problèmes à nos États. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre pleinement ce choc entre le principe de souveraineté des États et le caractère de plus en plus transnational des acteurs ordinaire de la diplomatie, car la diplomatie n'est plus une affaire d'État. Alors finalement, il faudra bien un jour qu'on se retrouve autour d'une table avec ces djihadistes. Est-ce que des négociations sont possibles et avec qui? Les pays ont toujours négocié. Qu'ils le disent ou non, ils ont toujours négocié. Il y a même eu des accords au Mali, les accords de 2015 par exemple. Les accords de 2015, mais aussi au Niger, il y a eu des tentatives. Il y a aussi ces tentatives de réintégration des groupes en laissant la porte ouverte aux anciens de Boko Haram pour se réintégrer. Je me rappelle de la réunion de DIFA en 2015 sur la culture de la paix dans le bassin du lac Tchad, où j'avais proposé en disant que est-ce qu'on va continuer éternellement à ce que l'Afrique considère certains de ses enfants même perdus comme étant des enfants avec lesquels on n'a jamais dialogué. On a vu l'Angleterre, on a vu en Grande-Bretagne ce qui s'est passé avec l'IRA, on a vu en Espagne avec l'ETA. Je pense que tôt ou tard, il faudrait voir comment, je dis pas, peut-être pas dialoguer, comment trouver des modes alternatifs de résolution. Et il y a des tentatives au Niger avec les anciens Boko Haram, avec les camps de Difa, etc. Il y a des tentatives en Arabie Saoudite avec des centres de déradicalisation. Et la Mauritanie a instauré un système basé sur la muhawara, la munasaha et la muraja, c'est-à-dire que le fait de de prodiguer un conseil utile, mais aussi de dialoguer directement avec ces anciens salafistes. La Mauritanie étant confrontée avec le phénomène depuis les années 2003, etc. Mais je crois que tôt
tôt ou tard, il faudrait trouver des modes alternatifs de résolution autres que le militaire, qui n'a jamais été efficace contre le terrorisme, comme je le dis souvent. On n'a jamais vu une Kalachnikov défaire une idéologie. On va en reparler parce que le G5 a changé complètement d'orientation depuis le 6 décembre dans le sommet lors de la conférence de Nouakchott, je pense. Alors jusqu'ici, la lutte contre le terrorisme n'a pas donné de résultats probants sur le terrain, avec des pays qui n'ont pas de moyens, ne serait-ce que pour contrôler leur territoire, ce qui est quand même la première fonction d'un État. Est-ce que vous pensez qu'on s'y prend mal? On s'y prend mal, je crois. Parce qu'on a, vous savez, le problème du terrorisme, c'est-à-dire que c'est une longue chaîne dont chaque maillon pris individuellement peut ne pas être punissable. Quelqu'un qui vend de l'argent, c'est légal. Quelqu'un qui en reçoit, c'est légal. Quelqu'un qui achète une voiture, c'est légal. Quelqu'un qui achète une bonbonne de gaz, c'est légal. Quelqu'un d'autre qui achète des clous, l'autre achète de la poudre, l'autre transporte des gens dans une voiture, c'est légal. Jusqu'au moment où la bombe explose, et c'est à ce moment-là qu'on essaye de faire le lien entre tout cela. Cela veut dire que aujourd'hui, nous avons deux choix fondamentaux. Soit prévenir à temps par l'éducation, la justice sociale, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, redonner l'espoir à ces jeunes qui sont en quête de chance et de sens, ou bien choisir d'attendre que ça arrive pour intervenir indéfiniment et inefficacement et en créant même les conditions de nouvelles insurrections. Vous savez que quand Abou Walid al-Sahraoui, après l'intervention Serval au Mali, a dit « Oui, nous avons perdu, l'armée française est venue, mais nous n'avons pas perdu. Maintenant, on n'a même plus besoin d'actions coordonnées, de grandes nébuleuses, on a juste besoin d'attendre qu'il y ait des zones de conflit et on fait un habillage islamique, on attire les puissances occidentales qui interviennent. Cela va créer autant de frustrés qu'on veut mobiliser dans le djihadisme et le tour est joué. Donc je pense que la communauté internationale est entrée dans cet enlisement-là et tant qu'on ne réglera pas ce nouveau conflit que j'appelle le conflit de perception du conflit au Sahel et qu'on redonne aux communautés leur rôle. Maintenant, il y a des efforts. Même ceux qui sont pour le contre-terrorisme sont en train de travailler sur la résilience des communautés dans les zones frontalières. Je crois qu'il faudrait revenir à cela. Le G5 Sahel l'a compris. Maintenant, on a mis les infrastructures, le développement. On va en parler. Et je crois que c'est une bonne amorce. Mais j'espère que ça va donner des résultats dans les années à venir. C'est la fin de cette première partie donc consacrée à la généralisation de la menace djihadiste au Sahel. Je rappelle que notre invité, c'est le docteur Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute, et que vous suivez la valise diplomatique sur iRadio. La valise diplomatique avec Bokar Alpha Khan. Retour sur le studio, vous suivez la valise diplomatique avec comme invité aujourd'hui le docteur Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute. Un premier numéro de la valise diplomatique consacré à la menace djihadiste dans le Sahel. Cette deuxième partie sera consacrée donc au G5 Sahel et donc à la diplomatie d'influence que mènent les grandes puissances sur ce territoire. Le G5 Sahel a été créé en février 2014. Il regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Depuis, l'organisation
l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Le 6 décembre dernier, une conférence est organisée à Nouakchott avec les partenaires. Les pays membres présentent un plan d'investissement prioritaire pour la période 2019-2021 pour un budget de 1,9 milliard d'euros. Les 2/3 de cette somme seront consacrés aux infrastructures et au développement humain pour endiguer les violences djihadistes. Ils récolteront finalement 2,4 milliard d'euros. L'Union européenne et la France mettent 800 millions d'euros sur la table et la France, à elle seule, promet 500 millions d'euros. L'Arabie Saoudite a également annoncé une aide de 100 millions de dollars pour le PIP et de 50 millions de dollars pour la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel. Les 5 pays membres de l'organisation, parmi les plus pauvres du monde, avaient déjà annoncé qu'ils prendraient 13% des besoins à leur propre charge. La sécurité avait pris le dessus sur le développement au sein du G5 Sahel avec la force conjointe réactivée en 2017. Les groupes djihadistes, en grande partie chassés du nord du Mali par l'intervention militaire lancée par la France en 2013, ont depuis regagné du terrain, en particulier dans le centre du pays, et le phénomène s'étend au Burkina Faso et au Niger voisin, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Alors, Bakary Samb, vous croyez sérieusement que le G5 Sahel peut réussir à vaincre les menaces ? Je crois que le G5 Sahel, malgré tous les problèmes, était un outil important. C'est la première fois qu'on voyait les pays de la région prendre à bras-le-corps cette menace-là et travailler en synergie, ce qu'on peut saluer. Maintenant, vaincre cette menace-là, ça ne se fera pas dans un temps limité. En tout cas, ça se fera dans un temps assez long. Parce que cette menace, elle est multiforme. Mais je me réjouis de ce tournant, de cette réunion où on a commencé à adopter une approche holistique de la menace au lieu de se focaliser seulement sur le militaire en mettant en place des plans pour intervenir sur le plan de la... en mettant des plans pour intervenir sur les infrastructures, le social, etc. Je crois que le G5 pourrait y arriver si le G5 pourrait se donner les moyens de son action, pourrait avoir son propre agenda. Quelques mauvaises langues disent que qui paye commande. Les puissances occidentales en mettant leur argent dans le G5 Sahel savent bien ce qu'ils font, c'est qu'elles font. Le problème, c'est que l'argent n'arrive pas. L'argent n'arrive pas, les promesses sont là. Oui. L'Arabie Saoudite a promis... Dans ces conditions, c'est quand même compliqué. Pour faire un peu son lifting idéologique, oui, et de revenir comme étant un pays qui est complètement maintenant distancié par rapport à ces mouvements et à ces idéologies-là. L'argent n'arrive pas. Et c'est toujours la même chose qui me désole. Lorsque la crise malienne a éclaté, on a attendu la CEDEAO, on a attendu. Finalement, c'est la France qui intervient avec l'invitation du Mali, mais sous couvert des Nations Unies. Finalement, ce sont les puissances occidentales. Finalement, c'est la communauté internationale qui vole au secours pour les moyens logistiques. Et on n'est pas arrivé à ce que disait Cheikh Tidiane Gadio et qui était très pertinente, à arriver à une forme de mutualisation des forces, malgré les carences, malgré le déficit de moyens. Aujourd'hui, on le voit, cela ne décolle pas du tout. Les populations sont impatientes dans les zones frontalières. Il se crée des choses assez dures dans la frontière du Niger et du Burkina, du Mali et du Burkina aussi. Cette zone qu'on appelle l'Iptako-Gourma commence à devenir véritablement un enjeu sécuritaire. On voit ce qui se passe dans l'est du Burkina Faso. À mon avis, les groupes, en tout cas, on peut dire, c'est un constat malheureux, triste, que avec l'intervention militaire, avec tous ces efforts-là, les groupes djihadistes n'ont pas reculé, mais hélas, ils se sont multipliés. Alors, en juin 2017, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte rompaient leurs relations diplomatiques avec le Qatar, entraînant dans leur sillage certains pays africains. Donc, on voit qu'il y a une lutte entre l'Arabie Saoudite, une lutte d'influence entre l'Arabie Saoudite et le Qatar dans le Sahel. Quels sont les ressorts de cette lutte et quelles en sont les conséquences? Vous savez, c'est un pays comme le Qatar n'a fonctionné jusqu'ici, toute sa diplomatie, c'est de l'influence. C'est un tout petit pays qui arrive à contrôler toute l'opinion publique arabe à travers une chaîne de télévision qu'on appelle Al Jazeera. Et donc, et même parfois à s'ingérer dans l'économie européenne en achetant le Paris Saint-Germain, le Georges V, etc. Donc, c'est un pays habitué de la diplomatie d'influence, alors que la diplomatie d'influence, sur le plan, pour ce qui est des Saoudiens, était jusqu'ici basée sur le levier religieux, et avec les difficultés qu'on connaît, l'Arabie Saoudite a voulu aussi s'agripper sur d'autres principes.
elles sont ces monarchies du Golfe-là aujourd'hui dans une forme de concurrence. On sait que le Qatar est le soutien des mouvements islamiques qui sont proches du courant des frères musulmans. Oui. L'Arabie Saoudite du courant plutôt salafiste wahhabite. On sait que l'Égypte, dans tout cela, essaye de combattre l'idéologie des frères musulmans et partout. Mais malgré tout cela, ces mouvements arrivent à s'infiltrer chez nous à travers des organisations satellites, à travers des idéologies, des formations, etc. Et aujourd'hui, il y a une véritable lutte d'influence sur nos territoires. Ce que je crains, c'est que l'on tombe dans le même piège que pendant la guerre froide, où, hélas, nos pays, au moment où les autres développent des stratégies, nous, on développe des suivismes. On a vu le suivisme sénégalais. Le Sénégal a complètement raté le coche pendant cette crise-là. Le Sénégal a fait une mauvaise option d'un ralliement ipso facto contre l'Arabie Saoudite. Bien que ce pays soit un allié, regardez le Maroc. Oui. Le Maroc a joué et a gagné. Le Maroc a joué à la médiation. Ce que le Sénégal aurait pu faire au regard de son prestige au sein de l'OCI, etc. Le Maroc a joué la médiation, a apporté des vivres au Qatar, en même temps habitué les Qataris à la consommation des produits marocains, avec un embargo, en jouant sur les deux. Sachant que le Maroc, qui a eu cette posture plus intelligente, je veux dire, et plus stratégique que le Sénégal, avait même plus d'intérêt avec l'Arabie Saoudite. Les investissements saoudiens au Maroc sont largement supérieurs à ceux que les Saoudiens font ici au Sénégal. Du côté cette forme de diplomatie, alors disons-le, diplomatie du chéquier. Le cas malien aussi, il est intéressant parce que le Mali ne s'est pas rangé du côté saoudien. L'émir du Qatar s'est rendu au Mali en décembre 2017. Le Qatar vient de fournir 24 véhicules blindés au Mali. Ces blindés contribueront à la lutte contre le terrorisme et à instaurer la sécurité non seulement en République du Mali, mais également dans les pays du G5 Sahel, selon le ministère qatari des Affaires étrangères. Alors que les blindés promis par l'Arabie Saoudite début 2018 ne sont toujours pas livrés. L'Arabie Saoudite ambitionne aussi de fournir des milliards en matériel militaire au Tchad, au Cameroun, à la Guinée et à la Centrafrique. Sauf que là où l'Arabie Saoudite promet, le Qatar livre et donne. Il y a un pragmatisme qatari. Vous savez, c'est un pays habitué à la diplomatie d'influence. Et d'ailleurs, c'est seulement il y a 2 ans que l'Arabie Saoudite vient de réaliser qu'il fallait maintenant nommer un secrétaire d'État ou un ministre délégué aux affaires africaines. Regardez, un pays comme le Maroc a plus d'influence que l'Arabie Saoudite, en tout cas de visibilité dans notre région, malgré la différence quand même des moyens financiers entre l'Arabie Saoudite et le Maroc. Incomparable. Pourquoi ? Parce que ce pays-là, le Maroc, a su investir ce que j'appelle les ressources symboliques en les convertissant en des ressources politiques et diplomatiques. Ce que l'Arabie Saoudite n'a jamais pu faire en s'agrippant sur le levier religieux avec des mouvements qui, in fine, ont même parfois terni son image, alors que c'est un pays très très important au regard de la coopération avec nos pays, de la Banque islamique de développement, des infrastructures. C'est-à-dire que maintenant, je crois que l'Arabie Saoudite va de plus en plus commencer à servir dans cette diplomatie d'influence, en plus de promesses faites et qui ne sont pas tenues, à part les bourses d'études, à part des invitations au pèlerinage aux grandes personnalités, je ne vois pas comment la diplomatie d'influence saoudienne s'organise en dehors des cercles religieux qui sont soutenus à travers le zakat. C'est-à-dire une diplomatie du misérabilisme basée sur la iratha, le secours humanitaire et la dawa, c'est-à-dire utiliser l'humanitaire comme un moyen de prédication, et cela, ça ne fonctionne plus à l'ère de la diplomatie d'influence et du pragmatisme tel que le Qatar l'a montré. Alors, il y a 2 autres puissances régionales cette fois-ci, le Maroc et l'Algérie, qui aussi se livrent à une guerre d'influence dans le Sahel. Pensez-vous que l'Algérie soit incontournable dans la crise au Sahel ? La force de l'Algérie, c'est que c'est un pays qui a un pied stratégique dans le conflit malien et dans le Sahel. Ce qui est différent du Maroc, qui n'a pas de pied stratégique, mais qui essaie de compenser par l'influence. Oui, là où l'Algérie... Ce pied stratégique-là, c'est en fait la faute de l'Algérie, qui a toujours maintenu à l'écart le Maroc, notamment dans la fameuse coordination de Tamanrasset et le comité des états-majors conjoints, la CEMOC, des organisations auxquelles le Maroc voulait adhérer, mais l'Algérie refusait toujours que le Maroc y participe. Mais c'est de bonne guerre entre les deux, parce qu'on sait que la question du Sahara occidental les oppose, mais en même temps, le Maroc a su contourner le problème
et montrait une forme d'influence avec un État moderne, avec un souverain ouvert, etc., développant des infrastructures, nouant des partenariats, etc. Pendant ce temps, l'Algérie, le système politique n'est pas quand même enviable aujourd'hui, mais aussi l'Algérie essaye donc de jouer par ce pied stratégique-là. Il y a un jeu de dupes au nord du Mali, avec certains qui pensent que l'Algérie ne voudrait jamais d'un État touareg à ses frontières et de surcroît favorable à la France. D'autres qui pensent que la crise malienne aussi permet à la France d'avoir des bases qui lui permettront d'être pas loin du tout de l'Algérie. Donc ce jeu du blas est là. Et nous sommes, malheureusement, nos pays, entre ces différents jeux de puissance-là. Mais le Maroc essaye de s'en sortir en développant la diplomatie d'influence, en disant que j'ai pas de pied stratégique dans le Sahel, mais je vais former les imams, je vais contrôler le discours religieux, etc. Sauf que comme l'Arabie Saoudite avec le Qatar, le Maroc a accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme, et notamment Ahmad Iyad Ali, dont on a parlé tout à l'heure, qui était réfugié dans le sud algérien et qui était sans doute à l'œuvre lors des attentats d'Ibn Amenas. Est-ce que cette accusation-là est fondée ? Je ne pourrais trancher, mais on pourrait s'amuser maintenant à lister le nombre des accusations mutuelles entre l'Algérie et le Maroc, deux pays qui faisaient quand même la force de l'ancienne Union Maghreb arabe. Et récemment, même l'appel du roi Mohamed VI à pacifier les relations, à une coopération avec l'Algérie, a été complètement snobé par l'Algérie, qui rétorque aussi que eux aussi, ça fait longtemps qu'ils faisaient un appel du pied au Maroc pour le règlement du conflit et pour l'entente, et que cela a été snobé. Donc c'est deux pays qui malheureusement sont en train de s'endéchirer sur les enjeux africains, mais je crois que leur coopération, quoi qu'on puisse dire, pourrait être bénéfique pour la construction du continent. C'est ça le problème, la vitalité marocaine et l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre les mouvements extrémistes. Je pense qu'on tirerait, l'Afrique pourrait tirer un avantage de cela. Mais ce que par contre je reproche à nos États, n'ont pas le même pragmatisme que le Maroc. Comment le Maroc a pu, avec ce rush vers l'Afrique, complètement s'accaparer de ce dynamisme-là, et que Casablanca est la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest, si on ose le dire, les grandes réunions se passent là-bas. La COFAS a fait sa stratégie afrique subsaharienne à Casablanca. Parce que les Marocains, c'est qu'ils ont fait. Ils ont dit aux Européens, écoutez, l'Afrique, nous, on connaît. Ça fait longtemps qu'on y va. Venez à Casablanca, déposez vos valises et votre argent. En attendant, on vous accompagne dans le continent. Si ça a réussi, vous continuez. Sinon, le Maroc reste là... reste là, le territoire. Le Qatar le faisait un peu aussi. Oui, mais le Maroc était porteur de valises du Qatar, en quelque sorte. Le Maroc et le Qatar le faisaient. Mais qu'est-ce qui a empêché notre pays, le Sénégal, qui bénéficie quand même d'un prestige diplomatique, qui a les ressources humaines, et les relations. Et les relations, qu'est-ce qui a empêché au Sénégal de se positionner comme ce pays pivot, comme on dit très souvent, de se positionner en tant que grande place de la finance, de l'investissement, tel que le Casablanca l'a fait. Je crois que cela relève, premièrement, peut-être d'un manque de vision des régimes successifs et d'une volonté politique. Et je pense le plus, c'est que le mal de notre diplomatie, c'est que le monde, et même de notre administration de manière générale, je vais me faire taper sur les doigts, c'est-à-dire que nous avons une culture politique au Sénégal qui fait que le monde de la décision est complètement coupé du monde de la recherche, du monde du savoir, de la production de connaissances. Alors que les grandes puissances ont construit leur puissance, si j'ose dire, par la conjonction de ces deux mondes-là, le monde de la recherche opérationnelle et le monde de la décision, et en s'inspirant l'un de l'autre, ce qui a fait de ces pays-là ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez publié en 2011 un livre qui s'intitule « La politique africaine du Maroc ». Alors, pour revenir au cas algérien, qu'est-ce qui reste des accords d'Alger, signés entre les protagonistes maliens? Parce que cet accord-là aussi n'a pas permis vraisemblablement de résoudre les problèmes dans le nord du Mali. Quand vous allez au Mali, vous allez entendre des discours différents. Il y a le discours de la communauté internationale qui vont pointer les insuffisances du régime malien, la faiblesse, l'incapacité des acteurs maliens à pouvoir opérationnaliser ces accords. Il y a la classe politique malienne et la société civile qui pointent les incohérences de la communauté internationale en disant que nous sommes dans un pays où nous n'avons pas toutes les cartes en main
il y a la MINUSMA, il y a d'autres sphères de décision. Le président malien n'a pas d'emprise. Si par exemple, on peut dire que c'est la question qu'il pose. Comment concevoir un pays dont l'armée ne peut pas accéder sur toutes les parties de son territoire, notamment à Kidal. Donc il y a toutes ces questions-là en suspens. Et je crois que les accords d'Alger, je ne dis pas qu'ils sont morts de leur belle mort, mais le Mali, en tout cas, depuis ces accords-là, n'a pas pu se relever. Et la crise s'accentue. Non seulement c'était le Nord, maintenant c'est le centre, avec une question ethnique qui commence à émerger ça et là, avec la question de la libération du Massina, qui malheureusement est en train de faire tache d'huile sur le Burkina et dans d'autres pays. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la MINUSMA, où la Chine dispose de 400 casques bleus et promet un appui de 1,5 million d'euros au secrétariat permanent du G5. Et le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui était en visite au Burkina Faso le 4 janvier dernier, promettait lui aussi 40 millions d'euros en faveur du G5 Sahel. Mais qu'est-ce que la Chine vient faire là-dedans? C'est Périfit, je pense qu'il disait que quand la Chine se réveillera, le monde tremblera, et je pense que c'est arrivé depuis un certain moment. Ouais, là, ils sont déjà debout, en 2014, la Chine avait organisé en Égypte une grande conférence sur les conséquences de la crise sahélienne, les incidences de la crise sahélienne sur les intérêts chinois en Afrique. C'est-à-dire que la Chine qui à l'origine s'éloigner de toutes les questions politiques, etc., ne s'intéresser qu'au business, aujourd'hui en train de faire de la diplomatie d'influence. Radio Chine Internationale émet en français, comme Al Jazeera a voulu émettre en français, mais à partir de Dakar à un certain moment, en se rendant compte de l'influence de médias tels qu'Al Jazeera. Et aujourd'hui, la Chine est en train de développer des échanges, de construire des universités, la langue chinoise est enseignée, des centres Confucius sont construits ça et là, et cela ne m'étonne pas que cette même Chine qui est impliquée maintenant complètement dans le contre-terrorisme soit impliquée dans la MINUSMA, de la même manière qu'un pays dont on parle moins, qui jusqu'ici était assez réservé sur les questions sahéliennes et ouest-africaines, qui était l'Allemagne. On a vu Angela Merkel, que j'ai rencontrée quand elle est venue à Dakar, prendre à bras le corps la question sahélienne, et que maintenant, au lieu d'être tout le temps sous le parapluie de l'Union européenne, ou en tout cas avec le voisinage de la France, dans les initiatives françaises, l'Allemagne est en train de tracer sa route dans le Sahel, avec la GIZ qui revient à grande vitesse. La coopération avec allemande, la coopération sur des questions hyper stratégiques, et aujourd'hui un intérêt assez remarquable de l'Allemagne par rapport aux questions africaines et aux questions du Sahel. Et les Chinois ont un projet, le Trans-Sahélien, 6000 km de chemin de fer. Les Chinois sont pragmatiques. Vous savez, ce pragmatisme-là, on va plus le démontrer quand tu disais un homme égale deux bras dans leur politique nataliste, et quand la Chine a véritablement pris son destin en main. Et je pense si les Chinois... Et d'ailleurs, il y a cette culture qui commence à s'observer dans nos sociétés. Les gens vous disent, les Chinois, ils vont faire vos routes, ils vont faire vos chemins de fer, sans bruit, sans trompette, etc. Et ça, je pense que c'est l'avantage de la Chine. Et ça fait un défi par rapport aux puissances traditionnelles telles que la France et les États-Unis, sachant que l'aspect financier est là, et que ils ont certains pays même préfèrent aller vers les Chinois, vers d'autres, vers le Qatar et d'autres. Cette multiplication des partenaires-là fait qu'aujourd'hui, les puissances occidentales, qu'on croit aussi puissantes, peut-être elles le sont encore, n'ont plus toutes les cartes en main, et qu'aujourd'hui, il y a un véritable jeu d'influence et une concurrence entre puissances. Vous parliez à l'instant de la France. Est-ce que la France doit craindre un tout petit peu la Russie au Sahel, surtout qu'elle s'est faite un peu malmenée diplomatiquement en Centrafrique? On a vu ce qui s'est passé. Donc, Jean-Yves Le Drian a dû rappeler que l'initiative de paix de l'Union africaine est la seule initiative valable. Finalement, des négociations vont avoir lieu demain, je pense, à Khartoum, au Soudan, donc le 24 janvier. Est-ce que la Russie pourrait être un acteur déterminant au Sahel? La Russie... traditionnellement, il ne faut pas oublier le rôle que ce pays-là a joué lorsque c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques, et cette culture politique au niveau de certaines de nos élites, notamment la grande gauche à l'époque, etc. Ça, c'était une forme d'influence assez nette. Mais la Russie va, comme toutes les autres puissances, venir dans ce jeu d'influence qu'on est en train d'observer dans le Sahel. Mais ce qui m'étonne, c'est parfois
l'absence ou le manque de pragmatisme de nos États. Je commence à dire à mes étudiants, lorsqu'on évoque les questions internationales, que la nouvelle force des faibles pourrait être la grande préoccupation que les puissants ont pour leur image et leurs intérêts. Et il faut savoir en jouer. Des pays comme le Maroc arrivent à en jouer. Des pays de l'Amérique latine arrivent à en jouer. Mais aujourd'hui, je pense que certains de nos pays veulent rester comme étant des outils, des cartes. Pas avoir la carte en main, mais des cartes par lesquelles le jeu se fera. Pas forcément contre nous, mais en tout cas sans nous, des fois, mais pour nous et pour des choses qui nous concernent au premier chef. Je crois que là, il y a un jeu d'influence qui est ouvert. Il y a une concurrence de ces puissances-là qui pourrait inspirer nos États à diversifier leurs relations diplomatiques, diversifier leurs partenariats. De toute façon, les puissances occidentales n'ont pas le choix. Quand on voit la question du gaz entre le Sénégal et la Mauritanie, qui pousse aujourd'hui un pays comme la Grande-Bretagne, qui inévitablement va faire ou a déjà ouvert une ambassade à Nouakchott alors qu'il n'en avait pas, qui va construire un institut, un British Council à Saint-Louis, tout près de son gaz, en Mauritanie, comme chez nous. Je pense que là, il y a des choses importantes qui sont en train de se jouer et que c'est nos États qui doivent réaliser que la diplomatie n'est pas simplement une affaire de diplomates, mais la diplomatie, comme la défense d'ailleurs, c'est une communauté faite de recherche, de prospective, de réflexion approfondie, mais surtout inclusive. Alors, on va terminer cette émission avec les États-Unis. Faudrait peut-être qu'on dise deux mots sur la politique de Donald Trump, qui n'est pas forcément la même que celle de Barack Obama, avec son fameux America First. Est-ce que cela s'applique aussi au Sahel? Le fait de croire que les États-Unis ne s'intéressent pas à l'Afrique ou ce n'est pas important, je pense c'est un leurre. J'ai discuté avec une personnalité militaire qui me disait que non, mais quand on regarde la stratégie américaine sur l'Afrique au Pentagone, c'est une page et demie. Je dis il faut pas se leurrer. Les Américains sont dans une autre perspective. Ils ont réalisé quelque chose. Ils se disent, ils ont appris au Vietnam, ils ont appris en Afghanistan aussi. Ils ont appris en Afghanistan. Ce qu'ils sont en train de faire dans le Sahel, c'est quoi? Ils laissent les Français et leurs alliés faire, entre guillemets, les gardiens. C'est-à-dire avec les armes, les kalachnikovs, les déploiements militaires. En faisant cela, ils vont engranger la colère, la frustration, armée d'occupation, etc. Et une fois que cet espace est sécurisé par, entre guillemets, les gardiens, les Américains sont dans cet espace pour faire de l'influence et de la prospective. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ils sont positionnés à Agadez. Pourquoi? Les minerais, la migration. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de garder un regard attentif sur l'évolution peut-être incertaine de l'Algérie, ce qui va se passer là-bas, en sachant que le point stratégique d'Agadez vous permet non seulement d'avoir une vue sur l'ensemble du Sahel, mais aussi de contrer la circulation des navires sur la Méditerranée. Donc, en résumé, la France et compagnie font du maintien de l'ordre, les États-Unis font du business. Je ne dis pas ainsi, mais je crois que la France a bien compris. Je pense que les États-Unis ont bien compris qu'il ne faut pas payer le coût de l'engagement en ayant l'image d'armée d'occupation, d'armée de puissance occidentale, etc. Ils vont laisser la France endosser cela. Et une fois que l'espace est sécurisé, et c'est le cas d'ailleurs, sécurisé au minimum, les Américains sont en train de se déployer. Je donne un exemple. Aujourd'hui, les stratégies de prévention de l'extrême violence de tous les pays du G5 Sahel ont été appuyées par du financement américain. Les acteurs les plus en vue sont formés dans des programmes américains. Et aujourd'hui, la France continue dans l'option militaire et les États-Unis sont dans l'influence et la prospective. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la technique, il y avait Khadija Loum, montage Maxime Sen. Je rappelle que notre invité était le docteur Bakary Samb, enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bakary Samb est aussi fondateur et directeur du Timbuktu Institute qui vient aussi de publier un livre intitulé « Contestation islamisée, le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique » aux éditions Africana. La sélection musicale qui a accompagné cette émission est signée Afrotronics avec notamment les titres Amaboua et Gourani, extrait de l'album Nomadix produit par Sia en juillet 2017. Merci d'avoir suivi, restez en compagnie des programmes de e-Radio.